Alors, Nvidia, on achète, mais avec le doigt à vendre. Voilà, toute société qui ne génère pas de cash, pour moi, c'est le principal red flag. Neuron, c'est une machine de cash, année après année. Moi, je trouve que c'est jamais très très bon quand un patron de société dit que son cours est pas cher. Voilà, c'est peut-être qu'il a envie de le faire monter parce qu'il a peut-être des titres à vendre. Bonjour Nicolas et bonjour à tous nos fidèles auditeurs. Euh, Louis, ça fait 5 ans maintenant. C'est enfin ton année. Ça fait quoi de sortir de la traversée du désert? Bah, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être donc là pour la deuxième année consécutive, hein. Je suis très honoré et très fier, hein. Donc vous avez encore fait appel à moi. Donc oui, on retrouve un peu plus le sourire chez les gérants small cap, donc les sociétés de petite capitalisation boursière. Donc c'est vrai que ce qu'on appelle chez nous, c'est plutôt les sociétés qui vont être sous les 2 milliards de capitalisation boursière, ce qu'on appelle des small cap. Et nous, on est aussi spécialistes des micro cap, hein. C'est même les encore plus petites valeurs, sous les 500 millions de market cap. Et c'est vrai que l'Europe va mieux, notamment grâce au plan allemand, vous savez, plan de relance qui arrive. Ça va faire beaucoup de bien aux valeurs locales, au moment où, voilà, peut-être l'exceptionnalisme américain qui a été là pendant des années, enfin, l'Europe va mieux et donc les valeurs plus locales vont mieux, donc les small cap. Alors, effectivement, merci Louis d'être là pour la deuxième année consécutive. Il y a des gens qui ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu pourrais rapidement te présenter et présenter Gay-Lussac Gestion à nos auditeurs? Avec plaisir. Donc Louis de Fels, donc pur produit de Gay-Lussac Gestion, donc ex Raymond James. Donc moi ça fait 18 ans, c'est vraiment un exemple de carrière. J'ai commencé stagiaire, puis analyste gérant, co-gérant, responsable de la partie small et mid cap. Je dirige aujourd'hui toute la partie asset management et je suis aussi le directeur général et associé de Gay-Lussac Gestion. Donc voilà, pour montrer qu'on peut avoir des carrières longues dans le temps. C'est complètement la philosophie qui est chez Gay-Lussac Gestion. Donc c'est vrai qu'on a changé de nom en 2021 en faisant ce qu'on appelle un MBO, c'est-à-dire qu'on a pu racheter l'actionnaire majoritaire qui est un grand groupe américain, Raymond James. Et maintenant, on est vraiment une boutique française indépendante, 100% détenue par les salariés. Ça, c'est vraiment très important au moment où tout le monde se vend à des grands groupes. Nous, on reste indépendant, français, avec à peu près 38 collaborateurs. On a à peu près 1,7 milliard sous gestion et on est spécialisé notamment, voilà, dans les small et mid cap equity, donc le sujet d'aujourd'hui, et aussi depuis un peu plus d'un an dans ce qu'on appelle le global macro, donc c'est-à-dire dans un fonds complètement décorrélé sur la macroéconomie, dans le forex et les govies, c'est-à-dire les obligations d'État internationales. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensemble regarder ton processus de gestion en plusieurs slides. Je te laisse démarrer pour en fait expliquer à nos auditeurs, voilà, comment vous travaillez, vous sélectionnez et vous composez vos portefeuilles. Voilà, merci Nicolas. Donc, ce qui est très important quand on investit en bourse, c'est d'avoir une philosophie de gestion. Il y en a beaucoup qui sont très très différentes. Et nous, chez Gay-Lussac Gestion, c'est le temps long. Voilà, nous, moi, ça fait 18 ans que je suis là. Et ce qui est très important pour nous, notre philosophie, c'est d'offrir une récurrence de performance sur moyen long terme. On cherchera jamais à être les meilleurs quand le marché monte très fortement et tout. On a une raison d'autant long et on cherche à ce qu'on appelle à bénéficier de la beauté des intérêts cumulés. Parce que vous savez que si vous faites 10% une année et encore 10% une autre année, mais vous n'avez pas fait 20, vous avez fait même 21%. C'est ça, c'est la beauté des intérêts cumulés. Et c'est pour ça que la plupart de nos fonds, on a un objectif de gestion de faire du 7% de performance annuelle, ce qui vous fait doubler votre capital tous les 10 ans. Voilà, nous, c'est ce qu'on cherche, faire du 7% par an pour doubler le capital en prenant le moins de risques possible. Et pour cela, on a mis en place un process de gestion assez strict et normé en 4 étapes dont je vais vous parler. Et c'est vraiment ça le plus important. C'est ce process de gestion qui est totalement en adéquation avec notre philosophie de gestion qui va expliquer la performance. Et c'est ça le plus important, c'est d'avoir un process strict et durable dans le temps. Donc, comment ça se passe? Donc, on a différents fonds microcap chez Gay-Lussac Gestion. On a un fonds France, un fonds Europe et un fonds Monde. Mais le process va être exactement la même chose pour tous nos fonds. Donc, comment ça se passe? Au début, il y a une qualification de la base de données. Donc, ça, il y a beaucoup de valeurs microcap. Il y a quasiment plus de 2000 valeurs microcap cotées, par exemple, en Europe et dans le monde. Il y en a je ne sais pas combien. Donc, on va faire un travail de qualification de la base de données. On va retirer les valeurs peut-être les moins liquides, les valeurs qu'on n'a pas du tout, comme les biotech, etc. Et une fois qu'on aura cette qualification de la base de données, on va utiliser 3 filtres. Ça, ce qui est très important. Pour être toujours en adéquation avec notre philosophie de gestion, on va utiliser un premier filtre de faible vol. Donc, qu'est-ce que c'est que la faible volatilité? C'est la faible fluctuation. Donc, un titre qui bougera très peu,
par exemple, qui fera flat ou qui bougera très peu, aura une faible volatilité. En revanche, un titre qui fera plus 5, moins 5 tous les jours, il aura une très forte volatilité, donc il sera en bas de classement. Donc voilà, donc tout ça, c'est des classements relatifs, ce qu'on m'a souvent demandé, qu'est-ce qui se passe pendant les crises avec les classements? Nous, ce qui nous intéresse, c'est la volatilité en absolu, et donc c'est du classement relatif. Donc on va mettre de 1, la moins volatile, à 600 plus la plus volatile. On va faire un deuxième classement de la faible bêta. Là, c'est la faible sensibilité par rapport au marché. Donc là, on va prendre le MSCI Europe Microcap. Donc c'est des valeurs qui vont être très peu sensibles au marché. Et enfin, un troisième critère qui est le momentum de la dynamique performance, c'est-à-dire la performance. Voilà. Et c'est ces trois critères qui sont vraiment la base de notre processus de gestion et qu'on va pondérer pour un tiers chacun. Louis, j'ai une question ici. Est-ce que tu peux expliquer simplement à nos auditeurs ce que c'est que la différence entre la volatilité et le bêta d'une action? Alors, c'est vrai que ça se ressemble un peu. C'est vrai que c'est tout ça, c'est deux critères qui sont défensifs, parce que quand on est peu volatile, donc on bouge peu en bourse. Et la bêta, c'est souvent par rapport à un marché, à un indice. Donc, par exemple, vous savez, quand l'indice fait, par exemple, si le CAC 40 demain fait 1, une valeur qui aura un fort bêta, elle aura tendance à surperformer la valeur. Par exemple, des valeurs très cycliques ou des valeurs bancaires ont souvent des valeurs à un bêta au-dessus de 1. C'est-à-dire qu'elles amplifient le marché. À l'inverse, une société très défensive comme L'Oréal ou Air Liquide va plutôt avoir un bêta plus faible. Vous avez bien vu quand le marché chute, Air Liquide ou L'Oréal a tendance à moins baisser que le marché. Donc nous, c'est ça ce qu'on va chercher, c'est des valeurs à faible bêta et faible volatilité. Et c'est un peu une incohérence, on pourrait nous dire, mais pourquoi pas prendre plutôt des valeurs à fort bêta ou forte volatilité? Et ben c'est toute la beauté de notre process, c'est que les valeurs à faible vol et faible bêta surperforment sur le moyen long terme. Alors, tu parles justement d'horizon de temps et je vois que dans les critères de performance, il y a momentum dynamique de performance positive. Mais sur quel horizon de temps vous regardez le momentum d'une action? Plusieurs semaines, plusieurs mois? Est-ce qu'il faut qu'elle soit forcément haussière sur les 5 dernières années? C'est une très bonne question. Donc, la volatilité et le momentum est calculé exactement de la même façon. On va prendre la performance et la volatilité sur 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans et 5 ans quand ça le permet. Donc, c'est ça ce qui est très important. Et vous aurez compris que dans notre calcul, dans notre classement, la performance plus courte sera plus pondérée que la performance moyen terme et elle-même plus pondérée que la performance long terme, à savoir 5 ans. C'est pour ça, donc c'est pour capter un peu le momentum court terme. Sinon, voilà, parce que pour regarder aussi les changements de tendance, parce que sur 5 ans, vous avez peut-être, regardez, si on prend Nvidia que tout le monde connaît sur les États-Unis, en ce moment, elle est classée dans le top momentum. Mais ce que je veux dire, c'est qu'imaginons s'il y a la bulle de l'IA un jour qui s'arrête, la performance 1 mois, 3 mois sera plus pondérée que la paire 5 ans, parce que la paire 5 ans, c'est vraiment dans le passé. Voilà. Donc en fait, ce qui est très important, c'est, donc vous avez compris, donc on va pondérer chacun de ces critères pour un tiers, donc un tiers de faible vol, un tiers de faible bêta, un tiers de momentum. Et les valeurs qui vont être le mieux classées, donc on va s'intéresser uniquement au top 200 sur les 600 plus valeurs qu'il y a dans le classement, et les valeurs qui vont être le mieux classées, ça va être des valeurs donc qui vont monter doucement mais sûrement, qui vont être décorrélées des marchés et qui seront peu risquées. L'exemple le plus classique, si on fait le travail sur les large caps, c'est voilà, Air Liquide. Vous avez vu, Air Liquide, c'est peu volatile, c'est peu sensible au marché, et ça marche un petit peu. Et c'est exactement ça, nous, notre philosophie d'investissement, complètement en ligne avec la philosophie de gestion dont je vous ai parlé tout à l'heure. Super. Donc, ces critères, c'est un peu du screening au final, qualitatif, selon vos critères. Et à quelle fréquence vous faites tourner ces classements? Donc, on fait tourner une fois par mois environ les classements. C'est très important parce que, comme tu dis très justement, là pour l'instant, on n'a absolument pas fait notre travail de gérant. Là pour l'instant, c'est que du quant. Si on fait tourner nos modèles, on regarde, on passe de 600 à 200 valeurs et on va s'intéresser aux 200 valeurs. Et donc ça, on le fait une fois par mois. Et ou s'il y a un énorme changement par exemple de la Fed, ou s'il y a un imprévu pendant le Covid, on peut refaire tourner le modèle pendant le mois, par exemple. Voilà. Mais normalement, on le fait à chaque fois en début de mois. Et qu'est-ce qui se passe quand une valeur sort du top classement? Et imaginons une valeur d'ailleurs que vous détenez en portefeuille et qui d'un coup, pour une raison X ou Y, hop, sort de votre liste. Donc on a un process qui est assez strict, et dans ces cas-là, on s'autorise à 10% de ratio d'ajustement.
Donc il faut qu'il y ait 90% du portefeuille qui soit dans le top 200. Donc on se laisse quand même 10% de flexibilité, en effet, pour pas rentrer, ressortir tous les jours des valeurs pour éviter qu'il y ait trop qu'on ait à trader trop souvent. En revanche, ce qui s'est passé par exemple en 2020, 2021, dans les classements, c'était souvent des valeurs croissance et très forte croissance qui étaient bien classées. Janvier-février 22, avec la Fed qui finit la fin de la récré avec les valeurs trop chères, ces valeurs sortent du top 200, on doit les couper. Donc on a 10% maximum. Donc après, c'est à nous avec les équipes, on réintègre toujours ça. D'accord. Voilà, alors ça pour la première étape. Donc déjà, vous l'avez compris, rien que, c'est vrai qu'on prend toujours un peu de temps pour parler du processus de gestion, mais rien que cette première étape, vous comprenez déjà dans quoi vous mettez les pieds. Vous avez compris que donc on fait pas d'introduction en bourse, on fait pas de valeurs en retournement, on fait pas des valeurs ultra cycliques, on fait voilà vraiment des valeurs qui vont monter doucement mais sûrement et qui vont bénéficier, comme on disait tout à l'heure, de la beauté des intérêts cumulés. Donc là, tu as défini ton univers en fait de, de screening et tout ce que tu vas regarder. Et après, vous avez euh, d'autres choses qui viennent en équation à regarder. Donc ici, le comité macroéconomique trimestriel. Donc exactement. Donc voilà, c'est vrai que la première étape. Donc souvent, on a tendance à nous dire, parce que vous savez que les gens aiment bien nous dire, est-ce que vous êtes value ou est-ce que vous êtes croissance? Nous, on est vraiment faible vol, faible bêta momentum. Donc en ce moment, comme je le disais tout à l'heure, il y a plus aucune valeur très forte croissance qui sont bien classées. C'est plutôt des titres value ou cyclique qualité ou GARP qui sont bien classés. Donc voilà, la deuxième étape, pour l'instant, on n'a pas encore fait, c'est plutôt des thématiques structurelles d'investissement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on aime beaucoup la thématique de l'électrification. Par exemple, c'est un moyen de jouer l'intelligence artificielle, les dérivés secondes. Donc c'est vrai que tout le monde connaît Schneider Electric, qui est la plus belle valeur du CAC 40 pour l'électrification. Mais on pourra parler tout à l'heure, on a beaucoup de petites pépites également, qui sont notamment en Italie, des sociétés comme Chemray, comme NextGeo Solutions, ou même en Grèce avec Synergy, voilà, qui est un mini Nexans et Prysmian. Je pense que tout le monde connaît Nexans et Prysmian, mais je pense que peu de gens connaissent Synergy, une boîte grecque qui fait exactement la même chose dans l'électrification. Donc voilà, donc là on travaille également avec Jean-Pierre Petit, des cahiers verts de l'économie que beaucoup d'entre vous connaissent. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des horizons un peu longs. Donc, à l'électrification, on a beaucoup tout ce qui est infrastructure, toutes les sociétés de transition numérique énergétique, donc ce qu'on appelle les valeurs voilà, SaaS, les fameuses ESN, des sociétés de, 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 de services informatiques. Donc, voilà un peu les thématiques que l'on aime bien aujourd'hui chez Gay-Lussac Gestion. Donc voilà, donc ça c'est la deuxième étape. La troisième étape consiste à faire quand même notre métier de gérant et de stock picking. Hein. Donc on est une équipe de 7 personnes chez Gay-Lussac Gestion, hein. Donc il y a 6 personnes plus moi et également un analyste ESG. Donc voilà, on va énormément sur le terrain, mais c'est un peu comme mes camarades, hein, on participe aux AG. Ce matin, j'étais encore à 10h à la réunion SFAF des résultats d'Aquel pour les résultats semestriels, donc Aquel qui est un équipementier automobile. Donc voilà, on va sur le terrain, mais nous, ce qui est très important pour nous, c'est qu'on va sélectionner, un peu en ligne toujours avec notre vision, des sociétés familiales. Vous verrez que 85% des valeurs en portefeuille sont des sociétés familles, comme ça les intérêts majoritaires et minoritaires sont assez en ligne, et on va surtout chercher des valeurs voilà, qui vont avoir beaucoup de cash au bilan, parce que je vous rappelle, quand vous avez beaucoup de cash, c'est pour ça que vous êtes souvent faible vol, faible bêta, c'est quand vous avez beaucoup de cash, parce qu'une société qui sera très endettée aura plutôt un fort bêta. Donc voilà, donc nous on cherche des sociétés comme ça et qui vont surtout offrir une génération de free cash flow année après année. Voilà, nous c'est ce qu'on recherche le plus dans une société, c'est une société qui génère du cash année après année. Voilà, vous pouvez pas perdre d'argent en bourse sur le moyen long terme quand une société génère du cash année après année. On comprend mieux vos premières positions tout de suite. Ça pas, on pense à Neuron, on pense à plusieurs autres entreprises, mais Voilà, Neuron rentre exactement dans le type de valeur que l'on aime et qui est 100% en ligne avec notre philosophie de gestion. C'est une société familiale, Monsieur Luc de Chamard. Croissance visible, il y a 70% du chiffre d'affaires qui est récurrent. Une marge qui est toujours à peu près la même, entre 8 et 10% depuis plus de 20 ans, et qui génère énormément de cash. Voilà, Neuron, c'est une machine de cash. Année après année, Neuron génère beaucoup de cash. Voilà, après, il y a toujours la problématique du retour à l'actionnaire, c'est que ça, c'est un autre sujet, mais nous, ça nous va très très bien, même si l'allocation du capital n'est pas optimum en gardant beaucoup de cash. Mais comme nous, notre objectif de gestion, voilà, c'est de faire doucement mais sûrement, on adore les sociétés qui ont beaucoup de cash.
Je note dans ta présentation qu'il y a marqué suivi des controverses avec un seuil d'alerte sur les controverses très sévères et récentes des entreprises. Est-ce que tu as des exemples récents? Quand est-ce que ce seuil d'alerte s'allume chez vous? Donc une fois par mois, notre analyste ESG retravaille toutes les valeurs, a un suivi en effet d'alerte. Donc heureusement sur les micro-caps, il y a quand même beaucoup moins de controverses que de large cap. Le problème c'est quand vous avez une société comme Nestlé, tout, vous avez des controverses, vous en avez quasiment tout le temps. Donc il faut retravailler un petit peu la data. Et ce qui est évident, c'est que si le management change ou si on voit qu'il y a un problème de gouvernance, là ça se met en alerte. Et après, par exemple, la première étape, c'est de dire, par exemple, de plus racheter une valeur. Voilà. Donc ça peut être comme ça. Par exemple, nous, on a une valeur qui est très peu liquide, qu'on a depuis très longtemps en portefeuille. Il y a eu une problématique de gouvernance, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent la société Gaumont, voilà, qui a beaucoup d'actifs cachés, ils ont leur propre immeuble sur les Champs-Élysées, rien que ça vaut largement plus qu'un capital avancière. Mais la société de famille, voilà, fait tout pour un peu suramortir leur catalogue de cinéma. Donc voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Donc en revanche, l'analyste ESG est venu nous dire et on a convenu qu'on ne pouvait plus racheter de titres. Voilà un peu comment travaille le ESG chez Gay-Lussac Gestion. Et sinon, et si ça devient rouge, etc., après, ça s'appelle des bridges passifs ou actifs. Et là, on est obligé, dans ces cas-là, on a 2 mois pour complètement sortir la valeur en portefeuille. Ok. On va passer sur le La dernière dernier. étape, et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va travailler ce qu'on appelle en budget de risque. Donc ça va ressembler un peu à la première étape. Donc ça, c'est un peu plus quant. Vous avez compris que l'étape 1 et 4 est très quantitatif et l'étape 2 et 3 est un peu plus humaine. Et là, on va travailler en budget de risque. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que là, de nouveau, on va classer de 1 à 50 les valeurs en fonction de leur risque. Donc, comment on va faire? Cette fois-ci, on va prendre, pour calculer le risque de chaque valeur, on va prendre la volatilité uniquement sur les 6 derniers mois pour capter le momentum des résultats semestriels et annuels. Et une deuxième partie de la note, ça sera un coefficient de corrélation de chaque valeur par rapport au marché. Donc pour faire simple, la valeur numéro 1, ça sera une valeur très peu volatile et très peu corrélée au marché. Et 50 sera la plus risquée. Donc pour faire simple, les valeurs qui seront dans le premier tiers, donc de 1 à 16, on va aller surpondérer, 3, 4, 5%. Les valeurs qui seront en milieu de classement, on va dire entre 16 et 32, comme elles sont équipondérées en risque, mais on va les équipondérer en poids, à savoir 2% comme on a 50 valeurs, et les valeurs dans le dernier tiers, on va les sous-pondérer entre 0,5 et 1%. Donc ça, c'est quelque chose qui est très strict chez nous, parce qu'on travaille beaucoup, comme je vous ai dit, à essayer d'optimiser le risque-rendement. Et c'est pour ça qu'on va surpondérer les valeurs qui offrent le meilleur risque-rendement et sous-pondérer celles qui sont les plus faibles. Et c'est ça ce qui est très important, parce que même s'il y a quelqu'un, des co-gérants qui travaillent avec moi, qui me dit j'ai la valeur du siècle, qui rentre dans tous nos critères, il me dit j'ai un très fort upside, si elle est dernier tiers, on ne pourra pas en avoir plus d'1%. Comme ça évite les frustrations, et c'est vraiment le process de gestion qui définit les poids cibles en portefeuille, et évidemment, la somme de tous les poids cibles de chaque valeur fait 100%. Super. Donc, Louis, si on résume votre approche, c'est vraiment une approche top-down. D'abord, vous sélectionnez des thématiques intéressantes dans un terrain de chasse clairement délimité avec vos screeners. Et à l'intérieur de ce terrain, vous analysez des entreprises, vous faites du stock picking, vous retenez les entreprises les plus intéressantes, les plus qualitatives, et le tout est backupé par une gestion du risque très normée. Bah, t'as exactement tout bien résumé, bravo Youssef. De travailler sur le C'est exactement ça, c'est les 4 étapes, comme vous avez compris. Chez nous, il n'y a pas de gérant star, on est une équipe de 7 personnes, et c'est exactement ce process de gestion. C'est pour ça que c'est toujours important de passer un peu de temps, on va laisser beaucoup de temps pour le stock picking, mais voilà, le process de gestion, c'est ce qu'il y a de plus important quand vous étudiez en bourse, c'est d'avoir une vision, c'est savoir dans quoi vous voulez investir. Et au moins, ce process de gestion explique la performance et est très encadré comme tu viens de nous l'expliquer. On va regarder justement l'historique de performance puisqu'on est en toute transparence dans cette émission avec donc le track record de votre gamme qui s'est élargi. C'était quand c'était le fonds Microcaps Monde, il a été lancé en 2022. Donc ça, oui, ça fait bientôt 3 ans maintenant.
Ouais, on a dépassé 3 ans. Donc voilà, c'est vrai que à l'écran, vous avez le fonds Microcap France qui a été lancé en décembre 2007. Donc pareil, très bon timing, hein. Vous verrez qu'on a toujours des bons timings quand on lance nos fonds chez Gay-Lussac. Le fonds 2005. Microcap Europe, c'était quelques mois avant le Covid, encore bravo. Et Microcap Monde, c'était en 2022, avant le soubresaut, notamment sur le débouclement caribéen qui avait eu et les craintes de récession aux États-Unis. Donc C'est voilà, quand mais le prochain fonds? Ouais, Quand c'est ce que alors, j'allais dire. le marché. non, et ce qui est vrai, c'est qu'on vient de fêter les 1 an, il y a 9 jours aussi, de notre nouveau fonds global macro. Vous savez, on a recruté une équipe de chez H2O pour lancer un fonds global macro, donc sur le Forex et les Govies. Et pareil, il y a eu l'exceptionnalisme, il y a eu les élections de Donald Trump. Rappelez-vous, le dollar était quasiment tombé à 1. Tout le monde disait que le dollar allait aller sous la parité de 1. Et puis finalement, donc voilà, pareil, le T4 a été assez challenging l'année dernière, alors que ça y est, maintenant, tout va mieux et les performances sont au rendez-vous. Donc, si on revient sur nos fonds, donc vous avez vu, on vous a mis la performance annualisée. Donc évidemment, l'effet de base joue beaucoup, hein, parce que voilà, notre fonds France, on est quasiment à 9% de performance annualisée depuis la création, donc on est au-dessus des fameux 7%. On aurait lancé le fonds 6 mois plus tard, bah, les 9% auraient peut-être été 14 ou 15, hein, parce que 2008 avait été un peu sévère. Donc voilà, c'est vrai que notre fonds Microcap Europe, lui, est autour de 10 et notre fonds Monde autour de 7. Mais voilà, après, comme je disais, l'effet de base n'est pas le même. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout ça avec une volatilité extrêmement maîtrisée. Voilà, le but, c'est de faire à peu près la même performance annualisée avec la même volatilité. Donc ce qui vous permet de faire un ratio d'information, un ratio de Sharpe, c'est-à-dire la performance ajustée du risque. Parce que c'est vrai que la performance, c'est quelque chose, mais souvent les gens oublient de quelle manière vous avez vu cette performance. Et nous, ce qui est très important chez nous, c'est de donner cette belle performance sur long terme avec une grande maîtrise de la volatilité. Ouais, bravo en tous les cas pour tous ces lancements, tous ces fonds et cette transparence. Au début, tu nous as parlé un petit peu de grandes thématiques. Tu as parlé de l'électrification, par exemple. En ce moment, voilà, niveau thématique d'investissement, heu, quels sont, voilà, votre top 3 des grandes thématiques du moment? On sait que, bon, bah, énormément de gens, c'est, l'IA, ça y est, l'IA, la tech et cetera. Tu as parlé, toi, de secteurs qui peuvent, en fait, en découler. IA égale électrification égale potentiellement petite, ou moyenne valeur qui travaille dedans. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer ces thématiques et puis, la réflexion derrière? Bah, c'est sûr que l'électrification est une thématique, tout ce qui est data center, tout ce qui est, voilà, on a vu les milliards de chiffre d'affaires, quoi, de CAPEX ou d'OPEX des GAFA pour surfer sur cette vague de l'IA. Donc c'est vrai que nous, en Europe, on n'a pas beaucoup de valeurs pure player, à part quelques valeurs de cybersécurité, etc. Mais le meilleur moyen, c'est que tout ça, fort connecté, ça va te demander des puissances de calcul juste énormes. Donc l'électrification, c'est quelque chose, une thématique qu'on aime beaucoup. Donc voilà, en effet, la valeur la plus connue en France, c'est Schneider Electric. Il y a beaucoup d'autres valeurs qu'on aime beaucoup, que beaucoup de gens connaissent, notamment les SPI, les Nexans, les Prismian. Voilà, ça c'est des valeurs, ça plutôt mid-cap que beaucoup de gens connaissent, hein. C'est vrai que Prismian fait encore un plus haut aujourd'hui. Et on en parlait tout à l'heure, nous, le but chez Gay-Lussac Gestion, voilà, c'est de sortir un peu des sentiers battus, d'aller chercher les petites pépites du terroir un peu dans le reste de l'Europe. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de Synergie. Donc quand c'est un C et Y à la fin, Synergie, c'est un mini Nexans et Prismian. Mais contrairement à ces deux sociétés qui sont très belles, parce que par exemple Prismian est complètement saturé, son outil de production est complètement saturé, il y a eu tellement de demandes que son outil est saturé, alors que Synergy, elle a encore beaucoup de place, donc elle devrait pouvoir avoir des croissances encore plus fortes que ces valeurs-là dans le moyen long terme, et surtout c'est des niveaux de valorisation encore un peu plus faibles, donc c'est pour ça qu'on adore Synergy. Voilà, c'est une thématique que l'on aime beaucoup. Je vous interromps juste un instant. Si jamais vous souhaitez accéder à des guides sur les ETF, l'analyse technique ou la fiscalité, recevoir des idées d'investissement sur l'IA, la robotique ou encore l'uranium, et connaître les actions préférées de gérants professionnels, abonnez-vous à ma newsletter gratuite et vous recevrez 2 contenus exclusifs par mois. Plus de 50 000 investisseurs sont déjà abonnés, et pour nous rejoindre, il suffit de cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo. Allez, on y retourne. Donc aussi, on aime beaucoup aussi la thématique de l'infrastructure. Vous savez, il y a le nouveau plan allemand. Il a repris la thématique de Mario Draghi en 2012, c'est Whatever It Takes. Donc là, vraiment,
pour la première fois, l'Allemagne joue le jeu, hein. Ils vont redonner une croissance et une dynamique. Donc, en creusant le déficit allemand, ils peuvent se permettre, hein, contrairement à la France. Donc, c'est une vraie bonne nouvelle. Et même pour la France, hein, ce que tout le monde dit, c'est que pour l'Allemagne, mais ça va ruisseler évidemment pour la France. Donc, c'est des thématiques, donc tout le monde a déjà vu dans la défense, mais pas que. Voilà, la défense a bien monté, mais tout ce qui est dans l'énergie, l'infrastructure, ça marche très très bien. Voilà, on avait parlé avec Youssef dans ton club notamment une valeur dans l'infrastructure ferroviaire qui s'appelle Riway. Donc c'est vrai qu'on aime beaucoup, hein. Et vous pouvez, il y a aussi Voslo dans l'infrastructure ferroviaire en Allemagne, c'est des très belles valeurs. Voilà, donc tout ça, c'est des sociétés qu'on aime beaucoup. Et aussi les sociétés un peu d'infrastructure les plus classiques comme Vinci, Eiffage. Bon, là, il y a le risque politique, donc les valeurs ont un peu souffert, mais si vous ne voulez pas souffrir de problématiques françaises, il y a la valeur espagnole qui est extrêmement connue, qui s'appelle Ferrovial, voilà, qui a notamment des autoroutes aux États-Unis. Et tout à l'heure, je vous parlais d'une autre de nos pépites grecques qui est dans cette thématique. Eh ben, super. Alors, Louis, c'est intéressant depuis le début, tu parles d'un mini Air Liquide, d'un mini Schneider. Pourquoi avoir choisi de vous spécialiser sur les petites et moyennes entreprises alors que beaucoup les considèrent comme plus risquées? Donc, c'est vrai que quand j'ai commencé ma carrière en 2006, à l'époque, les ETF n'existaient pas encore. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis, bah, je suis quand même bien mieux sur les micro small cap, où le marché est beaucoup plus vaste et où les ETF ne sont pas encore là. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous êtes gérant en large cap, les ETF, il y a une énorme concurrence. Donc c'est vrai que nous, sur notre petite thématique, bah déjà, pourquoi les small cap? Parce que c'est un surcroît de performance sur le moyen long terme par rapport au large cap. Donc un peu moins ces dernières années, notamment à cause de l'intelligence artificielle, hein. C'est vrai que les 7 magnifiques, elles ont crevé le plafond. Mais normalement, sur le moyen long terme, les small cap marchent très bien et notamment les small caps de faible vol et de faible bêta. Voilà, c'est quelque chose, c'est pour ça aussi qu'on a créé ce process. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais les valeurs à faible bêta et les faibles vols sur les small caps, ça marche extrêmement bien, encore mieux que sur les large caps. Donc ça, c'est une des premières raisons qui est plus technique et pour la performance, mais surtout ce qui est génial sur les sociétés de petite valeur, c'est que souvent c'est des sociétés familiales où vous avez accès aux dirigeants de façon beaucoup plus facile. Il y a beaucoup moins vous savez, les patrons du CAC 40, c'est comme des politiciens, hein, où il y a rien qui dépasse. Vous avez, voilà, c'est pas très intéressant. Alors qu'au moins, quand vous allez voir voilà, on parle souvent de Monsieur Luc de Chamard chez Neurone, beaucoup de sociétés, on peut avoir des échanges avec eux, c'est juste passionnant. Même au niveau intellectuel, c'est génial de pouvoir voir des patrons de société comme ça au quotidien, quoi. Est-ce que vous avez, des vrais red flags que vous surveillez, qui vous empêchent d'investir ou qui peuvent vous faire arrêter d'investir? Et est-ce qu'il y a, pour nos auditeurs aussi, bah, plutôt l'inverse, les green flags, des choses qui vraiment attirent ton attention sur un dossier plutôt qu'un autre à l'intérieur d'une thématique que, vous avez décidé d'explorer? Alors les principaux red flags, notamment dans les small caps, c'est vrai que dans les small caps, il y a un peu tout à boire et à manger, hein. Il y a énormément de valeurs, donc il faut faire attention. Il y a des très très belles valeurs de qualité familiale, comme on a cité, qui sont le cœur de notre process de gestion et de nos investissements. Néanmoins, il y a beaucoup de valeurs où il faut faire plus attention, qui sont souvent achetées par des retail. Vous savez, c'est des valeurs qui peuvent faire plus 30, plus 40, plus 50 très rapidement en quelques jours, qui sont souvent très endettées. Voilà. Donc, il faut faire attention, il faut bien regarder la qualité du management, hein, parce que un management qui va vendre ses titres ou qui va fortement diluer ou qui va faire des conventions réglementées, c'est-à-dire par exemple qui va se faire payer une grande partie du bénéfice sur une holding. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qu'il faut regarder. Donc ça, c'est des signaux un peu voilà, rouges, des red flags qu'on appelle, ou aussi un patron de société qui va tout le temps parler de son cours de bourse, qui va dire ah là c'est une opportunité, faut acheter. Moi, je trouve que c'est jamais très très bon quand un patron de société dit que son cours est pas cher. Voilà, c'est peut-être qu'il a envie de le faire monter parce qu'il a peut-être des titres à vendre. Voilà, donc ça, c'est une partie des red flags qu'on n'aime pas. Donc ça, c'est au niveau du management. Et sinon, il y a vraiment quelque chose et qui est un peu la base de notre gestion que j'avais dit. Une société qui ne génère pas du cash flow. Ça peut arriver une année parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements ou le besoin au fonds de roulement est parti un peu dans le décor de pas générer de cash. Mais une société qui ne va pas générer de cash sur moyen long terme, faut faire extrêmement attention. Voilà, c'est ce qui s'est passé pendant tout le monde connaît Atos. Atos, ça fait 20 ans qu'il ne générait pas de cash. Vous avez vu comment ça s'est fini. Voilà, toute société qui ne génère pas de cash, pour moi, c'est le principal red flag. Super.
Merci Louis. Alors, dans le club Master Bourse, t'en parlais tout à l'heure, tu as présenté en début d'année 2 idées d'investissement. Ça a été une belle réussite. Je te propose aujourd'hui de refaire le même exercice, mais cette fois pour le grand public. Très bien. Alors, tu nous as proposé 1 ou 2 idées d'investissement, des cas justement pour, aller dans le vif du sujet et te mouiller un petit peu. Alors, lesquels tu as choisis et pourquoi? Et on commence je crois que tu nous en avais parlé déjà, l'année dernière un petit peu de Gérard Perrier. Alors peut-être, donc c'est vrai que je remets l'accent dessus. Donc Gérard Perret, c'est vraiment une de nos sociétés qu'on préfère, qui est complètement également, qui coche toutes les cases, hein, les thématiques de l'électrification, qui fait, donc en fait, elles ont différentes activités, ils sont à la fois dans le nucléaire, dans l'électrification, dans la défense, donc tous les hotspots du moment que tous les investisseurs cherchent. Et malheureusement, Gérard Perrier est une microcap et française. Donc vous avez bien vu que depuis les problématiques de politique en France depuis l'année dernière, les small cap françaises, plus personne n'en veut. Et donc c'est pour ça que le titre est encore en baisse de 9% depuis le début de l'année. Je crois qu'il a fait quasiment moins 10 l'année dernière. Alors vous avez vu, les résultats sont en constante augmentation. Vous avez vu la régularité de la croissance. Et ça fait 20 ans que la marge est quasiment la même. C'est entre 6 et 7% de marge nette. Voilà, nous ce qu'on cherche, c'est exactement ça, ce qu'on aime chez Gay-Lussac Gestion. C'est une croissance pérenne, régulière, avec une marge et une forte génération de cash. Et les pauvres GRP Industrie, de son positionnement français, sous-performent énormément, donc depuis 2 ans, comme j'ai dit, notamment comme politique, sachant qu'ils sont, voilà, il y a 15% sur la défense, ils sont dans l'électrification, ils ont toute une partie qui est en commun avec SPI, vous avez vu, SPI c'est quasiment plus 60% de hausse depuis le début de l'année, donc voilà, le titre serait pas coté en France, je pense qu'il serait déjà 30% plus haut, donc c'est vrai que voilà, comme tu dis Nicolas, j'en ai peut-être parlé l'année dernière, donc l'année dernière ça m'avait bien choqué, je trouve que ça me choque encore plus cette année, le niveau de valorisation. C'est une société familiale, voilà, maintenant ça a été créé par le monsieur qu'on voit, monsieur Perrier, c'est son fils François qui est à la tête, et depuis plus récemment, en tant que directrice générale, c'est la fille, Lucie Perrier, qui est venue la 3e génération. Donc c'est une très belle société, c'est des retours sur capital employé de plus de 20%, beaucoup de cash au bilan, beaucoup de génération de cash. Voilà, c'est tout ce qu'on aime, ça coche toutes les cases. C'est dans l'Ain, c'est dans le sud-est de la France. Donc voilà, si vous voulez aller voir, il faut aller les voir pendant leur assemblée générale. Ils viennent très très peu, ils font très peu de communication financière. C'est tout ce qu'on aime. Voilà, familial, régularité de la performance, beaucoup de cash et dans des niches de marché. Du coup, toi ou un membre de ton équipe, y allait, tous les ans? Chaque année, donc on va à Belay, donc c'est dans l'Ain, voilà, on va à l'assemblée générale. C'est très bien fait, c'est dans grands amphithéâtres, et puis après on a la chance de pouvoir déjeuner avec tout le management, mais pas uniquement le top management, hein, c'est que donc chaque patron de filiale est présent, donc ça permet aussi de faire une visite de site, parce que là il y a un site industriel qui est là-bas, donc c'est une société extrêmement bien gérée, et ce qui est très important, c'est qu'on permet de voir que le discours est complètement en ligne avec ce qu'on voit aussi dans la société. Voilà, donc c'est une société extrêmement bien gérée, familiale, françaises, qu'on appelle vraiment nos petites pépites du terroir qui sont complètement sous les radars. Donc c'est une très forte conviction depuis très longtemps chez Gay-Lussac Gestion, et on continue de la maintenir encore plus que jamais en portefeuille, sachant qu'elle est vraiment sur les thématiques structurelles en ce moment que l'on apprécie. D'accord, donc ça, c'est une valeur que vous avez en portefeuille, sur laquelle vous renforcez la ligne quand vous la voyez à -10, cette année, ou vous avez tout simplement le maintien de la ligne par rapport à vos règles de gestion qu'on a vues au préalable? C'est quelque chose, en fait, où vous attendez une, resynchronisation du cours de bourse avec les fondamentaux que vous avez analysés, en fait? Exactement, donc c'est vrai que le titre, si vous le voyez sous les yeux, baisse doucement. Donc en fait, la volatilité, malgré la baisse récente du cours depuis 1 an et demi, bon après, on se compare par rapport à d'autres small cap françaises qui elles-mêmes Mmh. ont beaucoup baissé depuis 1 an et demi. Donc c'est un titre qui est très très peu volatile, très peu corrélé. Quand vous regardez, il est très peu corrélé au marché, parce que souvent, comme beaucoup de microcaps, ça peut être décorrélé, notamment avec la liquidité, c'est une décorrélation. C'est vrai que le momentum est pas très bon. Donc voilà, mais ça reste malgré la performance du titre, parce que je vous rappelle, le momentum, c'est que 1/3 de la note quand on fait la première étape du process. Et comme elle reste très faiblement volatile et un très faible bêta, elle reste extrêmement bien classée dans le top 200. Et également, dans l'analyse de risque, comme dans l'analyse de risque, il n'y a pas la performance, mais c'est que la volatilité sur les 6 derniers mois et la corrélation, comme elle a 0 corrélation au marché,
et très peu de volatilité, elle reste dans le premier tiers, et donc c'est pour ça qu'on a quasiment structurellement une ligne de 5%. Voilà, on rappelle quand c'est dans le premier tiers, on peut en avoir 3, 4 ou 5. Là, vu les qualités du dossier qui coche vraiment toutes nos cases comme on aime, on reste à 5%. Et il y a des personnes qui font de la gestion passive, qui achètent des ETF. Il y a des personnes qui font de la gestion active en analysant, les datas et en screenant le marché, en fait, en ne regardant que les datas. Vous allez rencontrer, comme tu le disais, le créateur de l'entreprise, vous rencontrez son fils, sa fille qui travaille dans l'entreprise, vous voyez, tous les commerciaux, l'outil de production. Hem, est-ce que y alors, bien évidemment, c'est pour aller glaner de l'information, des signaux faibles. Est-ce que dans cette entreprise ou dans une autre entreprise, tu aurais comme ça une histoire d'un signal faible qui t'a encore amené à creuser le dossier ou qui a vraiment renforcé ton opinion sur un dossier? Un super commercial, un nouvel outil de production ou en fait, le fait de venir sur place et de rencontrer les personnes et ou de voir les machines, tu t'es dit: «Ah, là, il y a vraiment, un écart entre, ce que je viens de voir et ce que pense le marché à court terme». On a eu plusieurs fois le cas. Là récemment, c'était je crois au mois de mai-juin, il y a 2 personnes de mon équipe qui sont parties faire des one-to-one en Italie. Ils ont profité d'une conférence pour après visiter, je crois, 12 sociétés en Italie, donc en juste eux, hein, sans broker, sans personne. Et ce qui a été hyper intéressant, c'est que il y a un titre, par exemple, qui s'appelle San Lorenzo, donc un titre qui fabrique des yachting, des bateaux de luxe. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a Italian Sea Group qui est un de leurs concurrents, et on a visité les deux. Et la différence de production, d'industrialisation entre les deux, il n'y a pas photo. Nous, ça nous a 100% conforté dans la conviction qui est San Lorenzo, où les bateaux sont quasiment pré-industrialisés au début et puis après effectivement fait sur mesure. Et le niveau, euh, c'était complètement incroyable. Et c'est vrai que ça nous a complètement renforcé notre idée. On peut donner un autre exemple sur Piscine des Joyaux, donc c'est vrai qu'ils souffrent pas mal en ce moment parce que voilà, c'est pas très ESG la piscine. Mais aujourd'hui, quand vous allez chez Piscine des Joyaux dans le Forez, donc près de Saint-Étienne, c'est hallucinant comment vous voyez comment les bassins sont construits. Il y a eu énormément d'investissements faits. C'est d'une mécanique complètement qui déroule. C'est assez bluffant. Et à l'inverse, dans le fameux voyage en Italie, on a vu plusieurs sociétés où c'était vraiment limite salles, des salles informatiques. Ça nous a vraiment, bon, on va éviter de donner certains noms, mais c'est vrai que ça nous a vraiment, bon, c'est des titres, heureusement, on n'était pas Refroidi, quoi. actionnaires. Voilà, on voyait ça, ça nous a vraiment pas donné. Donc voilà, c'est arrivé aussi de temps en temps quand vous regardez la vétusté, il y a une société qui faisait des fabricants pour la pharmacie. C'est vrai qu'on avait fait une visite de site, donc là on était avec d'autres gérants, on a vu le truc, on a dit oh là là, l'état dans lequel c'est, ça nous avait vraiment pas donné envie, quoi. Donc on voit qu'il y a OK. les capex de maintenance n'avaient pas été faits depuis longtemps, donc souvent ça peut faire peur, ouais. Alors tu avais un deuxième exemple d'une entreprise Grec. que je ne connais pas du tout, Ouais, voilà. grecque. Ouais, donc on sort un peu de nouveau des sentiers battus. Donc on a parlé tout à l'heure, ce qu'on aime beaucoup, voilà, c'est dans les infrastructures, parce qu'il y a une très grande régularité. C'est donc, on a parlé tout à l'heure, Ferrovial, Vinci, et nous, on va vous parler un peu du Vinci grec qui est Jekterna. Jekterna, donc c'est un conglomérat, donc ils sont à la fois dans les concessions, l'énergie et la construction. Mais ce qui est génial, ils ont quasiment 80% des autoroutes, et surtout, c'est eux qui vont bénéficier d'énormément des plans de la BCE. Vous savez que la BCE a énormément confié d'argent, notamment à l'Italie et à la Grèce, et la Grèce est un des principaux bénéficiaires de ce plan, et donc pour rénover donc les autoroutes, les ports, etc. Et donc voilà, donc c'est vrai que Jekterna en ce moment a un carnet de commandes qui a explosé. Il y a énormément de projets d'infrastructures, que ce soit dans les routes, dans les aéroports, dans les ports, et c'est une société qui voilà a une très 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 forte visibilité et aussi qui coche complètement toutes les cases pour nous. Donc on aime beaucoup, beaucoup de visibilité, très fort carnet de commandes. En plus, le business model est repassé un peu comme Vinci vers les autoroutes et aussi vers tout ce qui est par rapport à la construction. Donc c'est vraiment une société qu'on aime vraiment beaucoup chez Gulsec Gestion. Super. Vous dénichez plusieurs pépites en Grèce. Voilà, c'est vrai que la Grèce, c'est un terroir que l'on aime beaucoup.
En Italie aussi, hein, dans le nord de l'Italie, il y a beaucoup de très très belles valeurs. Et c'est vrai que la Grèce, maintenant, c'est quasiment entre 18 et 20% de nos fonds européens, quoi. Il y a très belles valeurs. Prochaine fois, on pourra vous parler de valeurs polonaises, si vous voulez. Voilà, la Pologne, c'est un pays où il y a beaucoup de très belles valeurs, notamment si un jour la guerre en Ukraine s'arrête, la Pologne devrait être un grand gagnant. Mais on en reparlera une autre fois. Cette année, je crois que c'est l'indice grec en Europe qui fait la plus grosse performance, hein, pas loin de 40%. Mais pour le moment la deuxième année consécutive. C'est vrai que voilà, la Grèce, ce qui est bien, c'est qu'il y a à la fois le côté local avec le tourisme qui marche très bien, qui est en plein boom, hein. Je pense que tous nos auditeurs sont allés peut-être cet été en Grèce ou dans le passé. Mais surtout, il y a des outils, il y a des coûts de main-d'œuvre beaucoup plus bas que dans d'autres pays européens. Donc, par exemple, avec Youssef, on avait parlé par exemple Cricri Milk, hein, la dernière fois, ce qui avait bien marché, c'est que par exemple, Cricri Milk fait tous ses produits, ses yaourts grecs et ses glaces localement, en sourçant la matière première locale, avec un outil industriel complètement optimisé. Et ce qui permet d'aller conquérir complètement le marché européen et bientôt américain avec leurs produits donc en marque blanche. Donc pour les Lidl, Intermarché, ça leur permet d'être hyper compétitifs par rapport aux concurrents. Merci beaucoup Louis pour ces 2 exemples, 2 cas originaux. Il nous reste un petit peu moins de 15 minutes. On a un petit jeu à te faire parce que, comme d'habitude, les gens, voyant qu'on avait Louis Defels en émission, nous ont tous écrit: «Est-ce que vous pourriez lui poser la question sur telle valeur, telle valeur, telle valeur?» Alors, on va faire un truc un peu rapide. On achète ou on vend? Je vais te donner une liste de 10 entreprises. Tu nous dis si c'est plutôt un achat ou une vente et tu as le droit à un seul joker, on garde. Voilà. D'accord. Allez, peut-être 2. Et je commence avec, d'ailleurs, une entreprise qui a pas mal souffert ces derniers temps, Interparfums. Interparfum, très belle valeur, on vend parce qu'on n'en a plus. Pourquoi? Parce que c'est un peu le syndrome luxe, c'est les valeurs qui ont énormément augmenté les prix post-Covid. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, vous voulez acheter un parfum haut de gamme, c'est tout de suite 80-90 euros. Et je pense que le consommateur n'a plus forcément les moyens. Donc on arrive un peu à la limite de l'augmentation des prix. Et il y a eu un peu un down trading. Maintenant, c'est des parfums comme Zara ou un peu plus qui sont en train de prendre beaucoup de parts de marché. Donc il faut qu'ils retrouvent un peu leur business model. C'est vrai qu'ils sont en train d'aller vers la très haute parfumerie, mais ça reste qu'une petite partie de leur chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est une société qu'on aime beaucoup, qu'on a eu pendant le passé, pendant très longtemps. Ils vont souffrir également aussi des problèmes de droits de douane parce qu'ils ont une grande partie de leur chiffre d'affaires aux États-Unis. Ils souffrent également du dollar qui est en train donc de l'euro qui se renforce par rapport au dollar. Donc c'est vrai que les pauvres, ils sont dans une thématique qui n'est pas prête de s'améliorer à très court terme. Donc c'est pour ça qu'on en a plus en portefeuille. Ok. Une belle boîte française que tu as peut-être déjà visitée. Ils sont à Grasse. Ils travaillent d'ailleurs aussi un peu dans tout ce qui est essence. C'est Robertet, évidemment. Qu'est-ce qu'on en fait de Robertet? Robertet, on achète, hein. C'est vrai que malheureusement, c'est une valeur qu'on aime beaucoup. Voilà, beaucoup de cash au bilan, 5e génération, la famille Maubert, très forte récurrence, beaucoup de génération de cash flow. C'est une très, très belle valeur familiale qu'on aime beaucoup. Malheureusement, qui souffre un peu en ce moment, hein. Bon, il y a eu la spéculation dans le passé, mais qui offre toujours un très beau parcours sur plusieurs années. Et depuis 3 ans, c'est vrai que le titre fait plus grand-chose. Il souffre aussi du style qui est plutôt un style en ce moment croissance-qualité. C'est vrai qu'en ce moment, avec la remontée des taux, les gens cherchent plutôt des valeurs un peu plus value. Donc voilà, Robertet, c'est comme Givaudan, hein, le leader du marché, souffre un peu, mais néanmoins, on achète parce que voilà, il y a un beau potentiel de croissance. Il y a un nouveau patron qui est pas de la famille, qui vient de L'Oréal, qui est très bon. La famille aussi est très bonne. Donc voilà, on achète Robertet. Un dossier que de nombreux lecteurs adorent, Pernod Ricard. Trop tôt encore, c'est un peu comme Interparfum. Pour Pernod Ricard, c'est un peu la même problématique. Les prix ont trop monté post-Covid. Il y a eu trop de consommation et là, ils en payent les frais. Les prix sont beaucoup trop montés. Donc là, maintenant, les prix doivent rebaisser. Il y a les problèmes de droits de douane, il y a la problématique du change. Voilà, c'est un peu comme Interparfum. Ça reste une très belle valeur familiale, comme on aime, hein, aussi, dirigé par Alexandre Ricard. C'est une très belle valeur, mais c'est encore trop tôt pour revenir. Donc pour le moment, malgré la valorisation faible, on n'achète pas. Et un autre chouchou d'ailleurs chez les Français, Hermès.
Bon, Hermès, ça fait partie de ses valeurs, c'est on achète et on vend jamais, quel que soit le prix. Voilà, c'est Hermès en plus, un peu comme le luxe, ça vient de souffrir. C'est vrai qu'avec les taux qui ont remonté, le problématique des droits de douane, vous avez vu, le problématique les taux ont un peu remonté, donc c'est la value qui marche plutôt bien en ce moment. Donc voilà, toute la thématique du luxe a plutôt souffert. Mais bon, Hermès, au contraire, je crois qu'on est autour des 2100. C'est un achat, on achète et on vend jamais. Voilà. Louis, je te propose de voyager un peu. Novo Nordisk. Novo Nordisk, non, on vend. Le jouet il est un peu cassé. C'était une très 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 belle valeur pour jouer l'obésité et notamment aussi l'insuline. Donc voilà, ça a été surfé. Le niveau de valorisation était monté très haut, sauf qu'il y a eu de plus en plus de concurrents. Donc voilà, ça reste une très belle valeur. Mais il faut juste que ça se digère, qu'on comprenne un peu mieux comment on va aller la problématique de l'obésité. Mais il n'y a pas que ça. Ils sont sur beaucoup d'autres traitements, notamment contre Alzheimer, un peu plus long terme. Donc voilà, il y a un moment, il faudra revenir vers Novo Nordisk, mais pour le moment, le jouet est un peu cassé, donc on reste à l'écart. Nvidia. Je fais tous les chouchous des, Ouais. des réseaux Nvidia, sociaux. alors Nvidia, on achète, mais avec le doigt prêt à vendre s'il y a un grain de sable sur l'intelligence artificielle. Évidemment, c'est la chouchoute de tout le monde, c'est une des plus belles valeurs pour jouer l'intelligence artificielle. Mais il ne faut pas oublier qu'NVIDIA, ses principaux clients et donc fournisseurs de chiffre d'affaires, bah, c'est les GAFA, c'est Microsoft, Facebook, Google, etc. Donc, si un jour, et on parle de plus en plus de retour sur investissement de ces milliards et des milliards dépensés par les 7 magnifiques, donc si un jour les 7 magnifiques mettent un peu le haut là, parce que n'oubliez pas qu'il y a les effets de base qui sont de plus en plus élevés chaque année, donc voilà, n'oubliez pas que Nvidia, c'est plus de 50% de marge. Il y a un moment, aujourd'hui, il y a plus de demandes que d'offres, mais le jour où ça va se calmer, est-ce qu'ils vont pouvoir garder le prix de leurs chips aussi élevé? Et si c'est pas le cas, bah, vous passez de 50 à 40 de marge et la jouet serait vraiment cassée. Donc oui, on achète, mais avec le doigt prêt à vendre sur s'il y a une moindre mauvaise nouvelle, quoi. Inditex en Espagne. Alors Inditex, pour moi, c'est un des plus beaux business models, hein, pareil, société familiale qu'on aime beaucoup, d'être très local, ce qui leur permet d'être beaucoup plus fast fashion que les Inditex, que les H&M, etc., qui fournissent en Asie. Donc oui, Inditex, on aime beaucoup. Là, ce titre a un peu souffert parce qu'il y avait des effets de base de croissance assez élevés. Le titre aussi a pu souffrir un peu comme toutes les valeurs de qualité-croissance. C'est qu'en ce moment, le titre qualité-croissance souffre un peu. Voilà, c'est vrai que les gens veulent pas qu'ils ont beaucoup plus de value, comme je me suis déjà répété. Donc oui, Inditex à ces niveaux de prix, très belle société. Clinica Baviera, pour rester en Espagne. Plus Alors à la Clinica maison. Baviera, voilà, bah, vous savez, c'est une de nos lignes chouchoutes, hein, pareil. La famille Baviera est toujours aux commandes, même s'il y a un actionnaire chinois qui peut faire peur à certains, mais ça reste une société familiale, extrêmement bien gérée. Donc ils font des cliniques pour ophtalmologiques, c'est-à-dire pour s'opérer contre la cataracte, contre les différentes visions. C'est extrêmement bien géré, ils sont en train de sortir d'Espagne, ils sont allés en Angleterre. Il y a des relais de croissance, ça génère énormément de cash, on aime beaucoup. Donc oui, on achète Clinica Baviera. Tu Super. sais, Louis, que ma femme est chirurgien ophtalmo et que c'est la Ouais. plus grosse ligne de son portefeuille. Non mais tu sais, ce que tu dis est très important, c'est que souvent aussi pour les gens qui nous écoutent, il faut souvent investir dans ce qu'on connaît et ce qu'on comprend, c'est le plus important. Voilà, c'est vrai que si ta femme et ça, elle le comprend et elle doit savoir que c'est une très belle société donc. Elle a un avantage concurrentiel. Les deux dernières. En France maintenant. SPI. SPI, oui, donc très belle valeur. Donc en effet, SPI, il y a eu un très beau rating, donc on achète. Voilà, on continue de garder cette vague d'électrification. Aussi, SPI maintenant a fait des très belles acquisitions en Allemagne, donc il y a tout le relais du relance du plan d'infrastructure en Allemagne, donc ils sont sur les deux SPI, et sur le plan de relance infrastructure allemand, et aussi sur l'électrification. Donc oui, on aime beaucoup SPI, qui a bien monté, et donc si on veut être plus stock picking, bah évidemment on pousse notre fameux Gérard Perrine, on en a parlé tout à l'heure. Donc oui, on achète les deux. Ouais. Et la dernière, pour clôturer, Virbac. Ah, Qui vient de se Virbac, réveiller d'ailleurs. Un petit peu. qui vient de se réveiller. Donc Virbac, donc c'est un laboratoire vétérinaire. Je crois que ça doit être le 6e ou 7e mondial. Donc très très belle société, pareil, familiale. Donc ils sont dans le sud de la France.
très présents dans le monde entier, notamment aux États-Unis. Ils font que 10% de leur chiffre d'affaires en France. Donc pour ceux qui auraient potentiellement peur d'avoir acheté des valeurs françaises, ils ont un chiffre d'affaires assez limité. Il y avait une problématique, il y a leur patron qui était là depuis 30 ans est parti, donc maintenant ils sont à la recherche, ils viennent de trouver un nouveau patron qui arrive. Il y a un nouveau plan 2030 qui est très visible. Donc oui, on achète, c'est une très belle valeur. Voilà, ça fait 4-5% de croissance organique chaque année, des marges assez stables, beaucoup de génération de cash, et c'est une société qui a des niveaux de valuation extrêmement faibles par rapport aux acteurs européens, et je vous parle même pas des acteurs américains qui se payent genre 4 ou 5 fois plus cher que Virbac. Donc oui, Virbac, on aime beaucoup cette Et je société pense qu'on est familiale. à 1,7 fois le chiffre d'affaires, 11 fois le résultat opérationnel. Enfin, on a publié une note hier, du coup, j'ai encore les chiffres en tête. Mais je te félicite parce que tu n'as pas utilisé ton joker. Ah ouais, non, mais c'est vrai que nous, il faut. Ce qui est Ouais, intéressant, c'est que ce qui est terrible, ça me fait penser à la bourse, on se trompe tous, et j'en parle toujours avec les équipes, on essaie toujours d'apprendre de nos erreurs. Et c'est vrai que de temps en temps, c'est pas parce qu'on a acheté un titre il y a une semaine, imaginons si une semaine après, on s'aperçoit qu'on s'est trompé, bah c'est pas grave si on vend. C'est pas grave si on vend, si la thématique a changé ou s'il y a quelque chose. Et c'est ça ce qui est très important. Ou dire, ah, le titre a trop monté, j'ai loupé, je rachète pas. Ça, c'est aussi une deuxième erreur. Et c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de modestie. Et c'est pour ça que on doit tous les jours se remettre un peu en cause sur certains de nos titres. Et c'est pour ça que on achète ou on vend. Voilà, le on garde, on n'aime pas trop. Merci. Je prends peut-être juste une 11e à la volée du chat OB. Ah, Je le vois défiler dans le chat. Donc OBS, on peut même, voilà, je peux même vous dire, avant le reporting de fin de mois, donc pour la compliance aussi, on en a racheté beaucoup hier. Donc c'est vrai que le titre avait été injustement sanctionné à cause notamment de problèmes de gouvernement. Donc le titre a quasiment perdu 15-20% en ligne droite depuis fin août. Donc OBE, pour les auditeurs, c'est une société de services informatiques extrêmement bien gérée, pareil, détenue par les fondateurs, donc un peu familiale. Et surtout, donc, best in class, pareil, c'est entre là il y a un peu moins de croissance en ce moment, c'est plutôt 0,3 de croissance organique, mais dans le passé c'était plutôt 5-6 de croissance organique, ça devrait repartir. Une marge best in class un peu comme Neurone, énorme génération de cash, et enfin ils ont utilisé cette cash pour faire une très très belle acquisition en France, qui va être très relatif. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que le marché sous-estime énormément la beauté de cette acquisition, donc on achète très fortement Aubert, qui coche également toutes les cases chez nous. Beaucoup de cash au bilan familial et tout. Voilà. Ben, merci beaucoup Louis, beaucoup d'alpha, de choses à apprendre, à connaître, des façons de faire, des règles à suivre et qui pourront très certainement, servir à de nombreux de nos auditeurs. Il nous reste 1 minute 30 pour terminer. Est-ce que vos fonds sont ouverts en ce moment? Parce qu'on sait que parfois certains fonds doivent fermer quand l'encours devient trop important par rapport au marché cible. Vous êtes sur les small, voire les micro caps. Qu'est-ce qu'il en est chez vous actuellement? C'est une bonne question. Notre fonds France, qui pendant longtemps a été fermé, quand il faisait à peu près 100 millions d'euros d'encours, c'est qu'on a arrêté cela parce que c'est toujours un peu pénible pour nos actionnaires et fidèles. Donc c'est vrai qu'en ce moment, le fonds, de toute façon, les Français veulent beaucoup moins, c'est vrai qu'il y a un vrai désamour sur la classe d'actifs, moins le cas comme on vient de le dire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un arbitrage plus vers notre fonds européen. Maintenant aujourd'hui le fonds le plus gros c'est notre fonds Microcap Europe qui fait à peu près 135 millions d'euros d'encours et qui lui qui a une capacité, on peut aller largement plus haut, donc on n'a vraiment pas prévu de le fermer parce que vous avez beaucoup plus de choix géographiques, il y a de la liquidité beaucoup plus forte que les liquidités dans les microcaps françaises. Et enfin, notre petit chouchou, le dernier microcap monde. Donc là, il y a une liquidité énorme. Le fonds fait que un peu plus de 20 millions d'euros. Donc là, lui, il n'y a aucune problématique de fermeture de fonds. Donc voilà, donc je vous invite vivement à pouvoir regarder nos fonds de plus près. Et ne vous inquiétez pas, ils vont rester ouverts. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup, messieurs. Très belle interview. Merci, Louis, de ta disponibilité. À bientôt. Et Youssef également. À très vite. Merci Nicolas. Merci Youssef. Au revoir. Merci.